Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, nous allons débriefer une étape historique pour le cyclisme français, l'étape numéro 14 du Tour d'Italie 2023, au moins pour le cyclisme français du 21e siècle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous foutre de ma gueule au niveau du pronostic que j'avais fait en termes de stratégie, parce que je me suis bien planté. N'hésitez pas également à me donner les coureurs que vous avez trouvé bons, les coureurs que vous avez trouvé moins bons dans cette journée. Quand vous mettez, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks qui permet de soutenir la chaîne. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, même si vous n'êtes pas abonné, aller voir EPS 2.0 sur Spotify, Deezer, Amazon et Google. Et puis vous pouvez aller voir également TikTok, le débrief de la course qui arrive, on va dire, dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Dans une demi-heure, hein, voilà. Bon, cette étape numéro 14. Oui, moi je me suis bien planté. Je m'attendais à un sprint parce que je me disais, demain il y a l'étape de Bergame qui me semble quand même plus propice à une échappée. Enfin, plus propice à une course animée. Voilà, l'étape de Bergame. Et je me disais, hier, l'étape a été quand même, ça a roulé vite. Les délais, parfois, ça a été limite pour certains coureurs. Et il a fallu prendre des risques, je pense, dans les descentes du côté du peloton des sprinteurs. En plus, voilà, l'étape n'a pas aidé à la récupération parce qu'on est parti tard, parce qu'il a fallu faire du home trainer, donc ça a été une horreur pour beaucoup de coureurs. Et je me disais, on va peut-être avoir le contre-coup aujourd'hui, et on va peut-être avoir une étape qui va être moins intéressante. Avec certes des coureurs qui vont tenter de prendre des points pour le classement de la montagne, mais ensuite derrière, il va pas se passer grand chose, on va plutôt s'ennuyer. Eh ben non, parce qu'il y a une grosse échappée qui est partie, 29 coureurs, alors pas 29 en même temps, hein, ça s'est fait en plusieurs temps. Et puis que derrière, on avait le sentiment que chez Ineos, on n'avait pas vraiment envie de rouler aujourd'hui. On a fait un petit tempo et puis après je pense que chez Ineos au fur et à mesure de la journée il y avait Armirail qui était devant et on s'est dit Armirail s'il prend le maillot rose il n'est pas dangereux, nous ça nous permet d'éviter de contrôler l'étape de demain à Bergame, même si c'est qu'un jour on évite de contrôler l'étape. Ça peut permettre à certains coureurs un peu de récupérer. Alors, c'est même pas sûr qu'ils ne contrôlent pas demain, mais ça permet d'éviter la pression à l'arrivée. Le protocole, hein, encore une fois, ça permet d'éviter pendant une journée le protocole. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Là, c'est l'application l'équipe, hein, parce que je suis en train d'uploader avec la Wi-Fi l'étape du jour sur TikTok. Mais ouais, ça a été une étape intéressante, quoi, vraiment, avec un beau spectacle en plus dans l'échappée, hein, parce que là, quand j'ai vu l'échappée prendre 9 minutes après la descente, je me suis dit ça va être animé parce que le parcours est quand même assez plat ensuite, même si au final il y avait quelques bosses mais qui n'étaient pas très visibles au niveau de la carte. Et je me suis dit il va falloir vraiment tenter des choses et vraiment tenter des coups stratégiques pour réussir à s'échapper. Surtout que je voyais qu'il y avait quand même Bettiol, Gaviria, Oldani, Ballerini, Mayhofer. Je me disais, ces 5 coureurs-là, ils vont poser problème parce que c'est des coureurs qui ont une énorme pointe de vitesse et que forcément, à un moment, ça va plus collaborer correctement. Et Bettiol a tenté une attaque. Je m'attendais à ce qu'il attende plutôt de le sprint et qu'il se cache, mais il a tenté une attaque. Et puis ensuite, il y a eu un groupe de 4 avec Skunch, Rex, Ballerini, Oldani. Là aussi je m'attendais qu'Oldani attende vraiment la fin, et puis ces 4 là sont restés devant très longtemps, pendant plus de 40 km, et puis ils ont été repris vraiment dans le final avec un énorme Nico Dens qui fait vraiment une très très belle semaine, et puis une première pour nous français avec un maillot rose, hein, un français maillot rose dans le 21e siècle. Moi je n'avais jamais connu ça, un français maillot rose. J'avais connu des Français avec d'autres maillots distinctifs, mais jamais le maillot rose. Et ça c'est bien pour le Giro. On va regarder juste les sondages. Donc je vous avais posé 2 sondages. Le premier c'était pour vous qui va gagner l'étape 14, un autre coureur 40%.
Cavendish 16, Milan 25, Bonifacio 1 et Gaviria 19. Donc comme quoi je suis pas le seul qui me suis planté. Et fallait-il raccourcir l'étape 13? Non à 59%, oui à 41% pour ce sondage. Je m'attendais à une victoire un peu plus nette du non. Pour tout vous dire sur ce sondage-là. Voilà, n'hésitez pas. Pour accéder au sondage, il faut aller dans l'onglet Communauté sur la page de la chaîne et vous pouvez donc accéder à tous les sondages. Et bien on regarde la note de l'étape, 14 sur 20. Moi j'ai passé un beau moment en regardant cette étape. Voilà, alors c'était pas non plus du super spectacle, donc voilà, c'est un bon petit 14, une bonne note, voilà, j'ai passé un bon moment. On va s'en souvenir peut-être parce que Armirail a pris le maillot rose, même si j'aimerais qu'à l'avenir on ait plus de Français qui jouent le Giro, mais on sait que c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des sponsors. Et puis oui, non, ça a été quand même une belle étape aujourd'hui, donc voilà, non, plutôt sympa cette journée. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui nous allons avoir un bon petit bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, je commence avec le Français du jour, c'est bien entendu Bruno Armirail. Bon, il l'a dit là en interview, le plan ce matin c'était de prendre l'échappée, c'était pas de prendre le maillot rose. On le voyait avec Jussi Väikänen que ça regardait un petit peu, mais l'idée était vraiment de gagner l'échappée. Après, bon, c'était quand même un problème pour Armirail parce qu'à partir du moment où tu te retrouvais avec des mecs avec une grosse pointe de vitesse, c'était un petit peu compliqué. Mais regarde, Nicoden, c'est pas un sprinter né et pourtant c'est lui qui s'impose aujourd'hui devant Derek Guy. Mais Armirail, intéressant vraiment parce que, alors déjà parce que c'est un coureur qui a eu parfois un relationnel compliqué avec Marc Madiot, notamment sur le Tour de France l'année dernière qu'il n'avait pas fait et c'est vrai qu'il l'avait pas vraiment aimé. Le fait de ne pas pouvoir faire le Tour de France. Et puis c'est un coureur qui s'est révélé un peu sur le tard, Armirail. C'est-à-dire que c'est pas un coureur où on se disait tout de suite tiens, on est sur un coureur il a un profil un peu là maintenant, je dirais à la Kirienka, je compare toujours à Kirienka, mais c'est vrai que dans ses premières années, il passe 2 années à l'armée de terre. Ensuite, une année en amateur à l'Occitane Cyclisme Formation. Et puis, bon, il arrive ensuite à la FDJ stagiaire en 2017, contrat à partir de 2018. Mais quand on l'a vu arriver, je me disais, oui, il a des qualités au niveau du contre-la-montre. Mais je me disais au niveau des courses par étapes françaises, peut-être pour des courses en France, mais je me disais pas, tiens, ça va être un coureur qui va être capable d'aller jouer les avant-postes sur certains contre-la-montre au niveau international, et je me disais pas, tiens, c'est un coureur qui va parfois jouer des belles échappées, avoir un rôle d'équipier important autour de David Gaudu. Je me disais pas ça en voyant Bruno Armirail, et c'est vrai que je trouve que ça fait partie des coureurs où en ce moment, on aime bien prendre des coureurs très jeunes dans le monde du cyclisme, mais je pense qu'il ne faut pas négliger certains coureurs qui ont peut-être 23-24 ans, qui n'ont peut-être pas d'équipe professionnelle aujourd'hui, qui sont par exemple en D1 en France, au niveau de la première division du championnat de France amateur, ou dans d'autres pays, qui ne sont pas forcément professionnels, mais qui... ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un talent, ça veut juste dire qu'ils ont parfois une maturation un peu plus lente. On le disait, c'est pas Bidard, c'est je sais plus, pas Bouchard non plus, le coureur d'AG2R qui est arrivé à 27 ans, je vais retrouver son nom rapidement, mais c'est terrible, ils vont Alzheimer, mais qui est arrivé également sur le tard. Dans le monde du cyclisme, vous avez voilà des coureurs comme ça qui mettent, Geoffrey Bouchard qui mettent plus de temps que d'autres à arriver. Armirail, voilà, il commence à être performant depuis 2-3 ans. C'est vrai que depuis l'après-Covid, on va dire, où là, avant la Covid, c'était bien, mais depuis l'après-Covid, je trouve que ça fait partie des coureurs qui sont vraiment bien, Bruno Armirail. Et là, ce maillot rose, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant également pour le cyclisme français, ce maillot rose, parce que
Il me fait penser, Bruno Ramirez, ça fait un peu penser au maillot rose d'Éric Boyer. Voilà, c'est des coureurs voilà, équipiers qu'on voyait pas trop, et puis voilà, qui arrivent quand même à faire des belles choses dans leur carrière, comme Éric Boyer. Pareil pour Bruno Ramirez. Mais c'est intéressant pour le cyclisme français parce que c'est le premier maillot rose dans le 21e siècle. Le dernier, c'était Laurent Jalabert. Que les équipes françaises, pendant très longtemps, alors pour plusieurs raisons, mais n'allaient pas sur le Giro avec beaucoup d'ambition. Déjà parce que pendant très longtemps, à l'époque, avant le World Tour, avant le Pro Tour en 2005, les équipes françaises n'étaient quasiment jamais invitées sur le Giro. Pendant, je dirais qu'entre 90 et 2005, on a très peu d'invitations sur le Giro. Donc c'était très compliqué d'aller participer à cette course. Et puis c'est vrai que depuis 2005, le fait de pouvoir de nouveau participer à cette course, on avait eu quelques résultats, mais les équipes françaises ne misaient pas sur cette course-là. C'était pas l'objectif majeur. Et c'est vrai que depuis, je dirais 2013-2014, les équipes françaises ont compris que le Giro, ça avait une importance. Ça avait aussi une importance en France en termes de médiatisation. C'est le deuxième grand tour, voilà, devant la Vuelta. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on privilégiait plutôt la Vuelta au Giro en France. Et ça a un peu changé aujourd'hui. Et ce maillot rose va montrer aux jeunes, aux enfants qui ont 12, 13, 14 ans, qui veulent devenir cyclistes professionnels, qui ont le talent pour devenir cyclistes professionnels, et qu'il n'y a pas que le Tour de France. Il y a aussi d'autres courses dans l'année. Et ça, je trouve que ça va être intéressant. Parce qu'on sait le retentissement que c'est un maillot rose quand même. Et puis pour la Groupama FDJ, c'est quand même une équipe. C'est l'équipe française gérée avec la G2R, mais quand même un petit peu au-dessus la Groupama, qui respecte aussi les organisateurs du Giro en essayant depuis quelques années d'avoir des belles équipes au départ, soit avec Arnaud Démare, soit avec également Thibaut Pinot. Et je trouve que c'est une belle récompense pour cette équipe. Alors dommage, c'est qu'ils perdent le maillot bleu avec Thibaut Pinot, parce qu'aujourd'hui c'est Baïs qui a pris les points. Alors l'écart est de 30 points entre les deux. Il va y avoir encore Bergame demain. Thibaut va peut-être tenter des choses à Bergame. Et puis la troisième semaine, notamment l'étape du Monte Bodone, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas Thibaut Pinot qui tente de partir en échappée. Mais bon, c'est compliqué parce que maintenant il est très dangereux au niveau du général aussi, Thibaut Pinot. Donc il va peut-être falloir qu'il perde un petit peu de temps pour pouvoir repartir en échappée de nouveau. Mais du côté d'Armirail, oui, c'est bien pour ce coureur-là, et puis c'est bien pour les équipes françaises, parce que pendant très longtemps, voilà, les leaders français n'avaient pas le droit d'aller sur le Giro. Les Thomas Vauclair, les Sylvain Chabanel, les Romain Bardet, par exemple, ne pouvaient pas aller sur le Giro parce qu'il y avait aussi des problèmes avec les sponsors, c'est-à-dire dire que ton coureur numéro 1 dans l'équipe va aller sur le Giro, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que les résultats qu'on a vus pendant quelques temps sur le Giro, je dirais qu'entre 90 et 2010, c'était plutôt des coureurs français, mais qui étaient dans des équipes étrangères. Jalabert, c'était la Once, Jérôme Pinot, c'était la Quick Step. Et c'est vrai que depuis John Gadret, par exemple, qui a misé quasiment l'intégralité de sa carrière sur le Giro, mais on mise un peu plus de coureurs français sur le Giro, mais même John Gadret n'a pas une très grande aura en France, alors que c'est un coureur qui a fait des top 5, qui a fait podium sur le Giro, même, il n'a pas une très grande aura en France. John Gadret, je pense qu'il y a des gens qui doivent suivre la chaîne, voilà, qui ont peut-être 14-15 ans, qui ne savent pas qui est John Gadret. Et parce que la majorité de sa carrière, c'était l'Italie, John Gadret. Et un peu le cyclocross aussi au tout début. Et donc je trouve que ça va être intéressant pour Armirail, ça va être une victoire vraiment bien pour le cyclisme français. Flop Pounet, flop quand même du jour, pour moi c'est un peu plus qu'un flop Pounet, c'est Cofidis. Ils ont raté le coche aujourd'hui. Quand tu commences à voir qu'il y a un groupe qui part, faut relancer les hostilités, quoi. Surtout que tu aurais pu tenter peut-être un coup avec certains coureurs, avec l'Astra par exemple. Avec Champion qui semble en forme. Je pense qu'il y avait quelque chose à tenter et qu'on a raté le coche. Ça fait 2 jours qu'Cofidis qui rate le coche comme ça sur des grosses échappées qui peuvent aller au bout. Je trouve ça un peu dommageable, où ils ne sont pas présents sur les grosses échappées, où ils ne sont pas acteurs sur ces étapes-là. C'est dommage parce que l'équipe au départ elle était faite pour les échappées. Donc quand tu n'es pas présent
dans ces étapes-là où il y a du monde dans l'échappée, où l'échappée va au bout, bah, c'est un peu dommageable pour Cofidis, voilà, de ne pas réussir à choper le coche. Après, il s'attendait peut-être que Matthews roule, que d'autres équipes roulent. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que Cofidis mette quand même des hommes devant. Quand ils voient des Holo-Cometa sortir, des Gaviria sortir, il fallait tout de suite réagir. Ils n'ont pas été assez réactifs à ce moment-là. C'est dommage pour l'équipe française de ne pas être présente dans cette échappée. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, moi j'ai mis 4 coureurs au top. Je commence avec Nico Denz. Incroyable Nico Denz. En 2 jours, enfin voilà, en 3 jours, il gagne 2 étapes. Donc déjà, faut les faire les kilomètres en échappée. Faut pas rater le coche. Et puis, il gagne 2 fois dans des très grosses échappées. Et on sait très bien, je le dis souvent, que les très grosses échappées, il faut pas rater les attaques qui peuvent être décisives. C'est très compliqué les grosses échappées quand vous avez des groupes de 20, 25, 29 coureurs. C'est très facile de se faire avoir, c'est très facile de se faire piéger et d'être frustré en fin de journée parce qu'on a raté le coche alors qu'on avait des très bonnes jambes, mais parce que une fois que ça collabore pas, c'est fini. Dans ces groupes-là, à un moment j'ai eu peur quand même quand ils se retrouvent dans le groupe de poursuivants parce que tu te dis quand même que ça va être compliqué parce que derrière Nico Denz il fait vraiment du... Enfin voilà, derrière ça collabore bien les 4. Et puis tu sentais que les 4 ils avaient du rythme, ils étaient costauds, c'était vraiment très difficile de les départager à ce moment-là. Et je trouve que du côté de Nico Denz, déjà il a su bien suivre l'attaque de Bettiol, réagir à l'attaque de Bettiol, et puis après il fait quand même un sacré boulot dans les 5 derniers kilomètres. C'est-à-dire que les Derek Guy et autres, ils peuvent aussi le remercier parce que il en a emmené des relais, et puis des sacrés relais, et c'est lui qui emmène dans le dernier kilomètre. Il fait un dernier kilomètre exceptionnel, Nico Denz, parce que c'est lui qui emmène. C'est lui qui ramène le groupe. Il ne demande pas de relais. Il ne demande pas de relais à Derek Guy ou aux autres. Il aurait pu dire Mayhofer, c'est à toi de rouler. C'est toi qui es le plus rapide au sprint. Il fait le rythme dans le fidèle des derniers kilomètres. Et vraiment, regardez son dernier kilomètre. Il est impressionnant, Nico Denz. Et derrière, il déboîte les 3 devant. Et il arrive à les battre. Non, chapeau Nico Denz, parce que il fallait y arriver. Il fallait réussir à faire ça du côté de Nico Denz. Et puis bon, quand tu regardes, encore une fois, c'est pas un coureur qui a un énorme palmarès, Nico Denz, dans sa carrière. L'allemand de la Bora, il a souvent été équipier. C'était chez AG2R, il était équipier. Chez DSN Subweb, il était équipier. Là, c'est sa première saison chez Bora. Il avait 5 victoires dans sa carrière. C'était un Tour de Vendée. Donc à l'époque d'AG2R, une étape du Tour de Suisse en 2022, une étape du Tour de Slovaquie en 2020. Là, donc 2 étapes sur le Tour d'Italie. Vraiment magnifique cette victoire. Et ça montre aussi la force qu'a la Bora Hansgrohe, c'est-à-dire que les recrues s'intègrent toujours assez bien dans cette équipe. On l'avait dit avec Jane Lay, on l'avait dit avec Van Poppel aussi, avec Bennett l'année dernière. Cette équipe a cette faculté, c'est quand on arrive chez Bora, souvent on a des résultats dès la première année. Et ça montre bien qu'avec Nico Denz, ça a encore marché. 4e déjà du prologue du Tour de Romandie aussi, où il montrait qu'il était quand même en forme, puisque c'était un prologue où il y avait du beau monde. Non, c'est vraiment du bon boulot qu'a fait Nico Denz. C'est très grosse 2e semaine de Nico Denz, 2 victoires en 3 jours. Chapeau pour l'Allemand de 29 ans. Et voilà, ça va peut-être le relancer dans sa carrière. Des fois, vous avez des coureurs comme ça qui n'ont pas forcément des gros palmarès. Et puis à 28, 29 ans, voilà, ils gagnent des grosses victoires ou ils font des gros résultats. Et puis d'un coup, ça les relance dans leur carrière. C'est vrai qu'au départ, il participait au train des sprinters, parce que là, je vois Tour de Vendée. Tour de Vendée, il avait gagné devant qui en 2018, parce que c'était un mec qui parfois se mêlait au sprint, notamment sur les Coupes de France. Il avait battu Teugels, Frieseke, Janssen, Alexis Guérin. Donc non, c'était pas un gros sprint. C'était plutôt une étape où c'était sorti en solitaire. Et Cholet-Pays de la Loire en 2016. Qui c'est qu'il avait battu? Ça va mettre un petit peu de temps. Il avait fini 4e derrière Rudy Barbier, Plancart, Yanis Sizad et devant Marc Sarrault et David Menu, donc qui étaient plutôt des sprinters.
Donc oui, hein, c'est un coureur qui a su parfois prendre des belles perfs sur les sprints. Mais vraiment bien ce qu'a fait Nico Dance, parce que là c'était vraiment un sprint tout en puissance. Et ouais, il fallait le faire. Là il mérite le titre de sprinter Taco Van Der Horn, hein, Nico Dance, parce que vraiment impressionnant pour le coureur. Et ça, comme je disais, donc des fois ça relance des coureurs ce type de résultat. Derek Guy. Et ben pourquoi je mets Derek Guy? Parce que pour deux choses. Déjà, il prend encore une belle deuxième place et il a montré encore que dans les petits groupes en petit comité comme ça au sprint, il peut être vraiment très fort. Il montre aussi que c'est un peu un roule toujours, que c'est un sacré coureur en termes de caractère. Derek Guy, parce qu'il n'hésite pas à rouler et voilà, il a un petit caractère. C'est sa deuxième place sur ce Giro. Ça, c'est le petit côté Sandy Cazard, mais ça montre aussi que il prend des points au classement du maillot vert. Et hop là, si on regarde le classement du maillot, cyclamen, pas du maillot vert, eh bien Jonathan Milan est en tête, mais avec l'abandon de Mats Pedersen, il passe deuxième. Et il est pas si loin d'Eric Guy au final de Jonathan Milan. Jonathan Milan, il a 164 points. Derek Guy, il en a 112. Il y a l'étape de Caorle qui sera l'avantage de Jonathan Milan, mais il faut encore que les équipes de sprinters arrivent à s'organiser sur cette étape-là. Donc, on va peut-être avoir une bagarre. On pensait plus avoir de bagarre avec l'abandon de Mats Pedersen. C'est peut-être pas si fini que ça, quand même. Parce que si Derek Guy reprend encore des échappées en troisième semaine et que Jonathan Milan, pour le moment, dans les échappées, on ne l'a pas vu, eh bien, ça peut peut-être faire la différence pour Derek Guy. Et s'il marque un 50-0, il peut revenir au contact vraiment de Jonathan Milan. Et ça peut nous donner une troisième semaine très intéressante au niveau de ce maillot cyclamen. Et puis, si Jonathan Milan abandonne, eh bien, c'est Derek Guy désormais qui serait maillot cyclamen. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce que fait le Canadien qui fait un très très gros Giro, et j'espère que chez Israël on lui fera un peu plus confiance. C'est seulement sa troisième année chez les professionnels. Il a commencé en 2021 dans une équipe qui s'appelle X-Speed United Continental. L'année dernière il était chez Israël du fait que voilà, et puis en 2021 il avait fait que les championnats du Canada, hein. Il n'a pas tant de références que ça, hein, au niveau professionnel, hein. Là je regarde, il a fait quelques fois le tour de la Beauce, mais il n'a vraiment pas beaucoup de résultats, on va dire, dans ses jeunes années. Et là, c'est vraiment bien ce qu'il fait, Derek Guy. Donc c'est vraiment du très très bon boulot ce que fait le Canadien. Et vraiment au niveau des sprints, une bonne petite vitesse, et puis il passe quand même les bosses aussi, donc vraiment très intéressant ce coureur-là. Je continue avec Davide Ballerini. Je voudrais saluer, grâce à Ballerini qui prend quand même une belle 5e place, qui a fait déjà une belle étape. Déjà, je voudrais saluer deux choses avec la 5e place de Ballerini. Déjà qu'on est encore capable de faire des alliances dans le peloton entre coureurs, même si on n'est pas de la même équipe, on peut parfois avoir des intérêts communs, et c'est ce que nous ont montré Ballerini et Haldane aujourd'hui. En recomposant le groupe de tête. Alors ça, c'est pas bien fini pour les deux. Bon, pour Haldane qui a raté son sprint, j'y reviendrai, mais également pour Ballerini qui finit 5e. Mais bon, ils ont tenté d'animer la course. Et moi, je voudrais quand même saluer la Soudal Quick-Step parce que, ils sont 3 depuis le début de la deuxième semaine. 3 dans une équipe, c'est très compliqué quand vous êtes plus beaucoup. Vraiment, c'est dur parce que vous êtes à l'hôtel et vous êtes seul dans vos chambres maintenant, je pense, et vous êtes à l'hôtel et il y a très peu de relationnel. C'est-à-dire que voilà, vous êtes plus que 3. En plus, il y avait un objectif qui était fort en début de Giro, gagner le Tour d'Italie avec Remco Evenepoel. Cet objectif-là est tombé à l'eau, donc il faut déjà réussir à se remobiliser. Derrière, vous avez les 3 quarts de l'équipe qui est décimée par la Covid. Vous avez en plus, pendant ce début de deuxième semaine, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de savoir est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez choper la Covid et que vous allez être obligé de quitter l'équipe. Donc je pense que vous ne devez pas dormir vraiment très très bien dans ce genre de situation. Et puis derrière, vous êtes plus que 3. Alors l'ambiance, ça doit être terrible, ça doit être morose, ça doit être terne. Et réussir à repartir au combat comme ils l'ont fait, moi je dis chapeau, je dis qu'il faut les saluer parce que c'est vraiment pas facile. Là tu sais que tu vas souffrir pendant toute la journée. En plus il y a encore eu de la flotte
pas simple, hein, ce Giro au niveau des conditions climatiques et encore une fois au niveau mental pour la Soudal. Qu'hier, tu as eu une grosse étape de montagne. Ballerini, il n'a pas fini dans les premiers hier. Hein. Il a plutôt fini dans ceux qui étaient dans les groupes à 20 minutes. Je pense que hier, tu t'es pas détendu. Ça n'a pas été facile d'être dans les délais. Donc vraiment une journée hier galère. Partir en échappée, tenter d'animer la course. Alors qu'il aurait pu juste suivre, et je trouve ça chapeau Ballerini. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant les coureurs de la Soudal Quick-Step. Et puis je termine avec un dernier coureur au top, c'est Lorenz Rex. Encore impressionnant Lorenz Rex. Et au final, c'est le premier du groupe de 4, parce qu'il a été certes lâché dans le final, mais il finit 4e devant Ballerini. Ça montre plusieurs choses. Déjà, physiquement, c'est un coureur qui est assez intéressant. Il m'avait déjà impressionné il y a quelques jours. J'en avais parlé. Certains m'avaient dit oui, tu parles pas de Thomas Champion, tu parles de Lorenz Rex. Mais moi, ce jour-là, Thomas Champion m'avait moins impressionné que Lorenz Rex. Et donc, j'avais voulu mettre en avant Lorenz Rex. Et puis, du côté du bilan des Bleus, j'avais pas grand-chose à dire, même sur Champion. Donc, c'est pour ça que j'avais parlé de Lorenz Rex. Puis comme ça, on ne peut pas me reprocher d'être chauvin non plus. Je trouve vraiment qu'il avait été très bon, Lorenz Rex. Et là encore aujourd'hui, dans le groupe, déjà, il faut réussir à accompagner les deux, parce que Ballerini et Oldani, bon, il y a eu une alliance entre les deux, ils s'entendent, mais derrière, il faut suivre l'attaque, il faut sentir que ça peut aller loin. Donc déjà, intelligence de Lorenz Rex. En même temps, il n'avait pas grand-chose à perdre non plus, parce qu'il faisait partie des coureurs qui, en cas de sprint, ne pouvaient pas faire un bon résultat. Donc il s'est dit, allez, je les suis, j'ai pas grand-chose à perdre. Et puis après, derrière, il fait encore une belle échappée aujourd'hui, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, l'échappée de Lorenz Rex. Là aussi, c'était en deuxième semaine. Et puis, il se fait lâcher par les trois de devant. Il peut complètement exploser à ce moment-là et complètement rater la fin de sa course. Et puis non, parce qu'il va prendre un petit gel, il va se remettre dans la roue des coureurs du groupe de poursuivants. Et puis, il va retrouver un second souffle et il fait un beau sprint. Encore des points pour Intermarché Circus Vanti. Donc, c'est bien pour Lorenz Rex. Puis, Lorenz Rex, c'est un coureur qui est pas si vieux que ça, hein. Il a 23 ans, voilà, c'est un jeune coureur. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore des baroudeurs dans le peloton, même chez les jeunes coureurs. Pur produit du cyclisme wallon, vu qu'il a commencé chez l'équipe développement de Wallonie-Bruxelles, puis ensuite à la Bingoal, et puis il a rejoint Intermarché cette année. Et on croit en lui chez Intermarché parce qu'il a un contrat de 4 ans. C'est pas un petit contrat, surtout chez Intermarché, donc je pense qu'on croit vraiment en lui. Et là, ouais, c'est un très bon résultat. Voilà, une très belle échappée pour lui, qui a remporté une victoire. C'était au Dorpnolop. Je sais pas comment on doit dire la course. Dorpnomloop Rufen. Qu'il a gagné, également 5e de la 3e étape du Tour d'Andalousie et 9e de Paris-Roubaix, où il était déjà dans l'échappée. J'en avais pas parlé du côté de Paris-Roubaix, mais c'est vrai qu'il avait pris l'échappée matinale et qu'il avait fini à 9e. Donc ça montre un gros cœur, grosse endurance, une belle résistance à l'effort, et puis ça fait du bien à 23 ans de voir que baroudeur, c'est encore une vocation chez certains coureurs cyclistes. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, aujourd'hui, je commence avec Stefano Oldani. C'est dommage, Oldani, c'était pas mal tenté le coup avec Ballerini, parce qu'Oldani face à Gaviria, c'était compliqué, face à Pasqualone, c'était un peu en dessous. Bon, ok, pourquoi pas, tu tentes de partir, surtout que dans le groupe de 4, bon, Ballerini, c'est depuis quelques temps qu'il fait plus des très grands sprints, donc Oldani, il aurait pu aller le chercher. Pourquoi pas, c'était pas une mauvaise idée. Mais dans le final, dans le dernier kilomètre, autant Nico Denz, lui, il a bien géré, autant lui, il a mal géré. Et notamment, il lance son sprint de beaucoup trop tôt. Je sais pas ce qu'il a tenté de faire. Il a tenté de faire une attaque à 700 mètres de l'arrivée. Je pense que c'était pas l'idée du siècle à cet endroit-là. C'était trop tard. Et ce qui fait qu'il se crame les jambes et donc il rate complètement son sprint derrière. Mais c'était pas une bonne idée de vouloir partir en échappée à ce moment-là. Et c'est vrai qu'Oldani, il finit 8e. Il explose complètement sur la fin parce qu'il finit à 20 secondes de Nico Denz. Vraiment, Nico Denz, il a essoré tout le monde dans le dernier kilomètre. Il a été impressionnant. Et c'est dommage pour Oldani parce qu'il y avait possibilité de faire un bon résultat pour le coureur italien. Bon, ça passe pas pour aujourd'hui.
Il y aura peut-être d'autres étapes pour Stefano Oldani, mais bon, quand même, cette dernière semaine, il y a un peu de montagne, hein, donc ça va pas être si facile que ça. Et ouais, dommage pour Stefano Oldani, parce que là, il y avait de quoi faire sur cette étape et que ça n'a pas marché pour le coureur italien. Bon, voilà, il y a des jours comme ça où ça veut pas. Je continue avec Gaviria. Bah, c'est un Giro qui est pas facile pour Gaviria. Il y a eu quelques résultats hein, quand même pour Fernando Gaviria, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux. Là aujourd'hui, bon, il finit à 3,23, mais en même temps, bon, il y avait une côte à 2000 mètres d'altitude, c'est pas forcément le meilleur dans ce type de situation. Et puis surtout, bah, il est tombé aussi, hein, Gaviria, il y a quelques jours. Et ça, c'est donc pas simple dans ce genre de situation. Et c'est vrai que pour Gaviria, bah, c'est un Giro qui... On s'attendait à mieux sur le Giro, quoi. Un top 5, deux top 10, c'est pas le résultat escompté. Là, on sentait bien quand même que le fait de choisir l'échappée, c'était un choix presque de dépit parce qu'en cas de sprint massif, il sait qu'il ne peut pas aller battre un Milan, il sait qu'il ne peut pas se mêler à la lutte sur un sprint massif. Et puis, à la première accélération de Bettiol, lui, il a décroché complètement. Et c'est dommage parce que son équipe a roulé pour lui, que ce soit Verona et Will Barta. Qui ont roulé pour le ramener un maximum. Et ce qui fait que la Movistar, bah, ils avaient 3 coureurs devant et au final, c'est les 3 coureurs qui finissent aux 3 dernières places de l'échappée. Donc ça, c'est un peu tristoun quand ça t'arrive. Alors autant hier, Rubio a été fantastique, autant aujourd'hui, enfin fantastique en termes de stratégie, autant aujourd'hui, bah, ça s'est pas bien passé, mais... Bon, Gaviria, j'aurais peut-être plutôt pris Roras moi aujourd'hui que Gaviria dans l'échappée. Je pense que Gaviria, il est quand même tombé physiquement, il est un peu souffrotant, on sait, souffreteux même Gaviria. Et bon, c'est dommage parce qu'il n'a pas fait un mauvais début de saison et puis là, ça veut pas claquer le résultat. Alors il y aura encore qu'à Orlé hein, pour Gaviria au niveau sprint massif. Mais bon, est-ce qu'il sera capable de se mêler à la lutte avec les meilleurs? Et puis il faut encore atteindre Caorle. Et pour atteindre Caorle, il va falloir passer l'étape de Bergame, l'étape du Monte Bodone. Puis je termine avec les flops avec Matthews. Je comprends pas Matthews. C'est-à-dire que si il voulait aller au sprint, si tu voulais faire un bon résultat aujourd'hui au sprint, dans ce cas-là, il faut rouler dans la montée. Faut mettre un gros tempo dans la montée parce que lui, il est capable de tenir les gros tempos dans la montée. Quitte à être à 5 minutes du groupe de tête. Si tu as 5 minutes du groupe de tête au sommet, tu peux faire collaborer les autres équipes. Tu peux faire collaborer la Cofidis, tu peux peut-être faire collaborer également qui n'était pas devant. On peut penser donc à Cofidis, on peut penser même à la Bardiani. Parce qu'ils n'avaient pas forcément le meilleur coureur de leur formation devant. Astana aurait pu rouler parce que Cavendish serait peut-être revenu dans un deuxième temps. Donc là déjà, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'avoir fait ça. Et puis ensuite, du côté de Matthews, dans ce cas-là, si tu voulais pas faire un gros tempo dans la montée parce qu'ils n'ont pas fait de gros tempo dans la montée, fallait partir dans le groupe de devant. C'est-à-dire quand tu as un groupe de 29 qui est de devant qui sort, quand tu vois que Gaviria a réussi à sortir ou d'autres, Matthews, fallait qu'il sente le coup. Il n'a pas senti le coup aujourd'hui. Alors est-ce qu'il se réserve pour l'étape de demain à Bergame, où il se dit j'ai de grandes chances d'avoir un résultat à Bergame, ou est-ce que tout simplement il n'a juste pas les jambes en ce moment Matthews et qu'il n'est pas dans une grande condition physique? Difficile à dire, mais là aujourd'hui ça s'est pas bien passé pour Michael Matthews et c'est dommage de rater le coche pour le coureur australien. Bon, nous on se retrouve demain 7h pour faire la présentation de l'étape 15 du côté de Bergame, nom de code Tour de Lombardie, mini Tour de Lombardie cette étape-là. Demain à 21h pour faire le débrief de cette étape. D'ici là, il y aura le débrief TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!